Back with the remix. These boys all my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! that is just, Sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Salut à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. On aimerait pouvoir souhaiter aux fans des Phoenix Suns une bonne année 2025. Malheureusement, c'est pas parti sous les meilleurs auspices et il s'est pas dit que l'année se passe vraiment très très bien pour Phoenix et pour ses aficionados. On va quand même en parler à la cool avec l'équipe habituelle de Valley Hoop qui est avec nous comme d'habitude, notamment Greg. Comment ça va, Greg? Eh ben, on fait aller. C'est vrai que clairement, le sujet Suns, c'est pas le sujet pour aborder l'année le plus radieux, le plus lumineux qu'on puisse avoir sous la main, mais on va essayer d'en parler avec le sourire. D'autant qu'on avait dit en début de saison, en tout cas pour ma part, hein, qu'on prendrait cette saison avec légèreté et avec enthousiasme. C'est difficile d'avoir l'enthousiasme, mais on peut essayer de conserver la légèreté. Ce sera toujours ça, effectivement. Oui, l'enthousiasme, comme tu dis, il est mort là depuis un moment. Mais on va en parler, effectivement. Et Malo, comme d'habitude, est avec nous également. Comment ça va, Malo? Bah écoute, à part les Suns, j'ai envie de dire ça va très bien. Les Suns, c'est un Pour petit toi peu aussi. moins, mais on va en parler là. Mais ouais, nouvelle année, bah bonne année à tous. Bonne année, nouvelle résolution, on va dire, parce que peut-être laisser celle de 2024 sous le tapis, parce que j'ai des souvenirs de Devin Booker MVP ou quoi. J'ai plus envie d'en parler, donc voilà, on va dire que ça n'a jamais existé. 2025, on espère que ça ira mieux tout ça, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit quand je dis ça? Non, mais encore une fois, on peut pas nous reprocher d'avoir été enthousiaste. Mais c'est un Ouais, peu, ça c'est fait un vrai. peu le thème, notamment du début de la première partie là, de ce podcast, de ce premier podcast de 2025. C'est un peu la déception généralisée, hein. C'est vrai que on s'attendait pas à monts et merveilles de la part des Suns cette saison, mais là, ce qu'ils nous proposent depuis, on va dire, une quinzaine de matchs, et en fait, il y a un mouvement vers le bas, hein, du côté de Phoenix cette saison. Là en ce moment on est en train de prendre, enfin la saison est en train de prendre un tournant un peu catastrophique avec des successions de défaites. Je crois que c'est une victoire sur les 6 ou 7 derniers matchs. C'est 10 défaites sur les 13 derniers matchs. 10 défaites sur les 13 derniers matchs, je crois que 3-7 sur les 10 derniers, sur les je sais plus 6 ou 7 derniers, il y a que la victoire contre Denver là le jour de Noël qui a été un peu la seule bouffée de fraîcheur L'éclaircie, pour les ouais. fans des Suns. Donc globalement, ouais, c'est très morose, mais il y a tout qui va avec, c'est-à-dire qu'on sent vraiment une équipe qui perd confiance match après match, le niveau de jeu qui plonge aussi, les blessures comme d'habitude qui viennent perturber le fait que l'équipe puisse éventuellement enchaîner et trouver du rythme, de la continuité. Non, il y a vraiment, là, on est vraiment dans le scénario catastrophe et je sais pas lequel de vous deux veut se lancer un peu, mais l'état des lieux en ce moment, il est vraiment, voilà, encore une fois, on garde notre légèreté, comme tu l'as dit, Greg, c'est vraiment le ton de l'émission. On n'est pas là pour défoncer les joueurs ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que l'ambiance, elle est quand même très morose. Allez, Malo, tiens, tu vas peut-être commencer sur Sympa. pose les Suns actuellement. Voilà, je te refile la patate chaude. Non, mais On envoie les rookies au feu, exactement comme Budenholzer. Comme les Suns, exactement comme les Suns. Quelle belle métaphore. Vas-y, mon grand. non, mais en fait, ce qui est le plus inquiétant et ce qui saoule le plus, c'est de voir qu'on a perdu un peu le côté du début de saison où il y avait cette envie, l'équipe était plaisante à avoir joué tout ça, et on avait dit que c'était une de nos attentes, surtout cette année. Et c'est vrai que ça fait surtout depuis 3-4 matchs que, ouais, t'as l'impression de retrouver la fin de saison dernière où le vestiaire s'en est en 5. Enfin, c'est vraiment visible et flagrant. Donc c'est ça le plus dommage au-delà des défaites, du niveau de jeu, enfin tout ça où on va en reparler. Mais ça entre guillemets, c'est
futile, ça peut se régler, tout ça. C'est vrai que là, il y a un truc qui s'est cassé et c'est net. En tout cas, c'est visible, donc c'est sûrement que c'est très très enfin, profond dans le tir, quoi. Donc c'est vrai que ça rassure pas pour la suite de la saison, quoi. Mais après, ouais, le niveau de jeu, bah, on a vu de belles choses en début de saison, on a vu de presque belles choses, j'ai envie de dire, après pendant 1 ou 2 mois où c'était pas trop ça, mais on n'était pas loin d'aller chercher les blessures, machin. Là, l'effectif commence à peu près à être en forme et bah ça s'empire de match en match. C'est ça aussi qui est inquiétant que ouais bah chaque soir t'as l'impression que ça peut pas être pire et finalement tu découvres encore une facette encore plus flagrante de manque d'implication. Enfin il y a plein de trucs. Mais moi c'est ouais, ce qui me ressort le plus c'est ouais ce côté, il y a eu un truc qui a lâché, je sais pas si dans le vestiaire au niveau du coach, au niveau des joueurs, enfin je sais pas, mais il y a plus ce côté, cette fougue un peu de début de saison cet optimisme qu'il y avait, qu'en tout cas que moi je trouvais avec cette équipe. En tout cas ouais c'est ce qui m'a surpris, je sais pas enfin qui m'a marqué en tout cas, je sais pas si vous, il y a autre chose qui vous saute aux yeux, plus que les autres, j'ai envie de dire? Ben, Cette, moi, clairement, c'est le symbole du troisième carton, quoi. Le symbole du troisième carton qui est vraiment, disons, la caricature de ce que les Suns proposent, ou en tout cas le contraste le plus fort de ce que les Suns proposent, ou plutôt de ce qu'ils ne proposent pas. C'est-à-dire de la combativité, de l'agressivité, de la concentration, de la motivation, du leadership, ouais, tout ça. Et les troisièmes cartons des Suns depuis presque une vingtaine de matchs, finalement, maintenant, hein, sont vraiment en tout point catastrophiques. C'est un mot qu'on n'aime pas employer dans ce podcast. On n'aime pas trop, disons, tirer les sonnettes d'alarme avec des mots trop puissants. Mais là, c'est difficile de faire autrement. C'est très difficile de faire autrement. Pour rappel, en début de saison, Matich Bia nous dit « Win now, on y va, all in, on joue le titre, on joue le titre, on joue le titre ». C'est une phrase qui est chère avec sarcasme et ironie à notre cher Alex de Trash Talk, à qui on passe le bonjour et qui doit être aussi déprimé que nous, qui l'est d'ailleurs. Mais voilà, les troisièmes cartons, c'est vraiment le symbole que, en fait, ce plan-là de Win Now, ça fonctionne pas pour plein de raisons. Je vais vous donner quelques petites stats parce que j'avais préparé un peu le sujet sur le troisième carton, mais on est 22e de la Ligue sur toute la saison en victoire dans le troisième carton, et les seules équipes qui sont plus mauvaises que nous, c'est les Raptors, les Wizards, les Nets, les Pelicans, les Hornets, les Jazz, les Blazers et les Sixers, mais qui vont mieux. Les Sixers, ça va un peu mieux. On est dernier 30e de la Ligue en interception dans le troisième carton, ce qui est finalement très représentatif de ce manque d'agressivité et notamment de cette manque d'esprit de disruption en défense, à quel point l'équipe est sloppy, comme on dit aux États-Unis, quand les commentateurs veulent qualifier l'équipe. 21e en points scorés, 25e plus-minus de la Ligue, et toujours les mêmes qui sont derrière nous, hein, les Wizards, les Nets, les Pelicans, les Blazers et le Jazz. 19e en efficacité, 23e en efficacité concédée à l'adversaire, c'est-à-dire qu'on est on est la 23e équipe, ou en tout cas on est disons la 7e équipe qui concède le plus d'efficacité à l'adversaire. 19e quand il s'agit de lâcher des points à l'adversaire dans la raquette, ce qui veut dire qu'on est donc, si je ne me trompe pas, 11e au total de points laissés à l'adversaire dans notre raquette, 20e offensive rating, 25e defensive rating, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les seules équipes qui sont plus mauvaises que nous sont toutes des équipes dont le plan depuis le début de la saison est de tanker pour aller chercher Cooper Flag. Et nous, on est la dernière de ces équipes. On est 20e en moyenne sur tous les indices statistiques dans le troisième carton, avec les seules 9 autres équipes qui sont derrière nous, qui sont plus mauvaises que nous. C'est des équipes qui sont en reconstruction. Donc, pour moi, le message de ce troisième carton, il est très clair. C'est qu'en fait, on est au niveau -1 de la reconstruction. C'est-à-dire qu'on est juste avant que tout explose et qu'on se projette désormais sur les prochaines drafts. On en est là, en fait. C'est ce que nous disent les troisièmes cartons et c'est ce que disent ce que dit la série de défaites des Suns en ce moment, quoi. C'est vraiment le néant, quoi. Le néant.
Bah, en fait, là où c'est vraiment, ouais, un peu, comment dire, édifiant, les informations et les stats que tu donnes sur le troisième quart-temps, c'est qu'effectivement, ça donne un peu le vrai visage de l'équipe là actuellement. Et en fait, c'est un problématique et des questionnements, comme tu dis, le positionnement des Suns là globalement. Bah, en fait, ça rejaillit sur l'ensemble de la production. En fait, c'est pas seulement le troisième quart-temps. Alors effectivement, c'est très c'est très marquant parce que c'est souvent là qu'on perd vraiment les matchs parce qu'on a tendance en première période, enfin en tout cas dans les deux premiers quarts-temps, avant la mi-temps, on va dire, à s'accrocher, à être un peu dans le match. Et on a beaucoup vu là, notamment dans la série de défaites, mais même d'une manière générale depuis le début de saison, les Suns perdre un peu le fil dans le troisième quart, revenir dans des vestiaires un peu amorphes, en tout cas sans l'intensité qu'il faut pour revenir justement et soit tuer le match, soit prendre vraiment l'ascendant. Euh, et effectivement, soit se faire rattraper, soit se faire complètement distancer dans le troisième quart. On l'a vu vraiment beaucoup de fois cette saison. Mais il y a aussi une évolution globale du jeu des Suns. Et là, du coup, ça rejoint un peu ce que disait Malo, avec un côté de petit à petit, on sent que l'équipe se délite dans son fond de jeu, dans ce qu'elle propose d'une manière générale. Et effectivement, elle ressemble finalement un peu à ce que tu décris, Greg, c'est-à-dire une équipe au bord de l'implosion ou pré-tanking. Et effectivement, si on prend juste donc cette série là de 10 défaites en 13 matchs, euh, au niveau du rating global de l'équipe, on est dans la zone dont tu parlais, Greg, donc devant des équipes qui tankent plus ou moins clairement, quoi. Donc effectivement les Pels, les Wizards, les Nets, les Hornets, les Blazers, les Raptors, et derrière des équipes qui soit sont en difficulté, donc le Magic ou Atlanta, ça va pas très fort en ce moment, ou dans notre situation quasiment, c'est-à-dire les Warriors qui avaient fait un bon début de saison et qui s'écroulent un peu parce que bah, justement il n'y a pas trop de suite dès qu'il y a 2-3 petits rouages dans la machine. En fait, bah j'ai envie de dire, c'est peut-être ça le plus décevant globalement, et peut-être que d'une certaine manière, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a beaucoup tendance, en tout cas dans ce qu'on lit notamment sur internet, à épargner Mike Budenholzer ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que bah force est de constater qu'il fait vraiment pas du tout mieux que Vogel là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un côté l'équipe elle est confrontée à ses limites quasiment à chaque match, et il n'y a pas vraiment de match où on arrive à dépasser. Alors donc il y a ce fameux match contre Denver où on s'accroche justement sur la défense, sur la niaque et tout machin, mais globalement plus on avance dans la saison, plus les masques sont tombés. On parlait un peu du côté défensif. Il y a plus d'efforts qui sont faits là sur les derniers matchs avec les Suns, mais ça suffit pas. En fait, on a l'impression que dans plein de situations de jeu, on peut prendre les deux dernières défaites contre les Grizzlies et contre la dernière en date, c'était contre les Pacers il y a 2 jours, où c'est des scénarios de match un peu différents, quoi. Mais en fait, dans les deux cas, on n'arrive pas vraiment à être là au moment où il le faut, et on n'a pas ce qu'il faut en fait pour aller gagner le match. On a l'impression que effectivement, les Suns sont une équipe du dernier tiers, pas seulement dans le comment dire, dans les difficultés qu'elle rencontre ou quoi que ce soit, mais dans ce qu'elle peut proposer presque en termes de plancher, quoi. C'est ça qui est très inquiétant au point où on en est actuellement. Je sais pas si vous êtes d'accord Oui. avec ce constat et si ça vous Moi, inquiète autant que ouais, moi. Bah je suis oui. complètement d'accord avec toi. En fait, c'est pas que les Suns n'arrivent pas à casser le plafond, c'est que leur plancher s'écroule. Leur Mm. plancher s'écroule complètement, et il s'écroule parce qu'il y a un manque d'application, je trouve. Pour moi, c'est le premier des trucs. Hein. C'est le premier des trucs qui est marquant, c'est le manque d'application. Et ça fait écho à ce que disait Malo en commençant le podcast. Tu disais tout à l'heure, Malo, que on voyait plus ce fond de jeu, etc. Machin. C'est la vérité. Il y a des actions contre les Pacers où on voit Bol Bol qui ne sait pas pour qui il doit poser l'écran. Ouais. Et alors que sur le terrain, il y a Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant avec lui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, un de ces trois mecs doit pouvoir lui dire, avec le statut qu'il a dans l'équipe, Bol, s'il te plaît, pose-moi un foutu écran pour que je me démarque. Non, aucun des trois n'est capable de lui dire, il faut que tu fasses la différence pour que je puisse avoir un décalage. Du coup, la balle est complètement sclérosée et l'action finit n'importe comment. Je crois que c'est dans le milieu du troisième ou du second carton. Et pour moi, c'est une action qui synthétise tous les problèmes. C'est-à-dire que on n'a plus les écrans petits sur petits pour créer des décalages dans le backcourt. On n'a plus les écrans petits pour grands pour créer des décalages pour Kevin Durant. Donc en fait, on a un jeu unilatéral, quasiment sans circulation de balle. Alors c'est ce qui faisait non seulement la beauté et la lumière de la toute première partie de saison sur les 10-15 premiers matchs, mais en plus, on n'a plus l'adresse. Comme on a moins de décalage, les tirs sont plus difficiles pour Bradley Beal et pour Devin Booker, et quand ils sont ouverts, les mecs sont pas en rythme. Bah voilà quoi, slop, slop, slop quoi. Ah, c'est ça. Bah, franchement, j'ai l'impression d'être en mars, avril dernier, de vraiment, il y a les mêmes défauts, quoi.
Ouais, l'attaque est statique à mort. Kevin Durant, il continue de scorer, mais il y a de plus en plus, justement, sur ce début de saison où, quand on le trouvait en isolation, c'était en mouvement, il était face à son défenseur en mouvement, il pouvait voilà, prendre du rythme et directement prendre la balle, enchaîner sur une action. Là, il est arrêté, dos au jeu. Ça ralentit tout et il va continuer à mettre 25-30 points tous les soirs. Il va continuer à tirer à plus de 50%, ça c'est sûr. C'est Kevin Durant, mais il y a plus de pertes de balles, il y a moins de mouvements autour, il fait beaucoup moins de passes décisives qu'en début de saison. En tout cas, je sais pas vérifier, mais à l'œil, c'est ce qui en ressort. Et c'est vrai qu'il y a plus tous ces petits décalages à côté. Les shooters, ils sont moins ouverts, c'est des tirs en fin de possession parce que tu sais pas quoi faire si on n'a pas perdu la balle avant. C'est un peu ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où, comme l'année dernière, j'ai l'impression que en 2 minutes, on peut prendre un 15-0, mais à tout moment. On peut prendre 2 ou 3 tirs à 3 points adverses, on perd 3 balles d'affilée. Et en fait, ouais, en 2 minutes, tu peux te prendre un -10, mais même pas en 3 minutes, quoi. En 1:30, tu peux te prendre un -10, -15. Et nous, derrière, pour mettre cet écart-là, c'est compliqué. Contre les Grizzlies, ça m'a marqué. On est derrière de 10 points parce que voilà, pendant 2 minutes, on fait n'importe quoi. Pendant tout le match, ça va à peu près. T'as comme l'impression qu'on est un peu meilleur que limite que parce que ils avaient, on va dire, 2 joueurs de niveau top NBA, quoi, avec Bane et Jaren Jackson Jr. Et t'arrives pas à revenir parce que d'un côté, il y a toujours un joueur qui va aller mettre ce petit tir, qui va machin, qui va maintenir à peu près l'écart. On est revenu à égalité. Et derrière, on a direct pris un nouvel écart à plus 10 et t'arrives pas à le remonter. Et t'as la sensation que t'arriveras pas à le remonter. C'est ça le pire, où t'as cette sensation que t'as beau essayer, t'y arrives même pas. Et c'est frustrant parce que on sait qu'elle est capable. Enfin, on l'a vu début de saison, il y avait des signes qui montraient de très belles choses. Et justement, on était en mode putain, on commence bien la saison, on a pas mal de victoires et pourtant on peut jouer mieux. Finalement, là, 2 mois après, on joue moins bien, on gagne plus. Enfin, c'est plus, ouais, c'est frustrant. Et ouais, c'est l'application, la concentration. Des fois, il y a cette vidéo qui a tourné là contre les Pacers en fin de match où le match était déjà perdu, mais t'as Pascal Siakam qui prend un tir déjà dégueulasse, sans grosse défense en plus. On peut dire qu'on a de la chance qu'on récupère le rebond parce qu'on est 4 autour de la raquette. T'en as pas un qui bouge, ils se regardent tous. T'as Siakam qui est même surpris de prendre le rebond carrément. Et tu vois pas de réaction, quoi. C'est ça le plus. Ouais, ils sont amorphes. C'est surtout les stars. Je sais plus qui de vous deux en parlait dans la conversation, mais ouais, c'est les stars. L'année dernière, c'était les stars qui maintenaient le flow, on va dire. Là, c'est l'inverse. Les stars qui coulent. J'ai regardé là rapidement les stats en fonction, voilà, des on-off, on va dire, des joueurs, et toutes les stats positives sont pour les remplaçants. Ça dépend des joueurs en fonction de chaque stat, mais quand Montemoris il arrive, l'équipe met plus de points. Quand Okogie il arrive, l'équipe prend plus de rebonds offensifs. Quand Ighodaro Dunn arrive, l'équipe défend mieux, donne des pourcentages moins gros à l'équipe. Et tu regardes tout en bas du classement, dans les 5 derniers, tu as toujours 2 ou 3 titulaires à chaque fois. Quand je dis titulaire, c'est Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, quoi. Surtout Nurkic aussi également, mais Oui, c'est ça, mais sachant qu'effectivement, même ça, ce truc-là d'incriminer Nurkic, ce qu'on a beaucoup fait nous-mêmes en début de saison, là, ça tient plus vraiment, parce que là, il a donc purgé, je crois, ces 3 matchs. Non, il en reste un peut-être de suspension après l'altercation là c'était contre les Mavs. Donc oui, il a fait les 3 matchs de suspension depuis. 3 matchs donc sans Nurkic, et où l'équipe a pas été plus performante. Et effectivement, comme tu le dis, Malo, et c'est Greg qui avait pointé ça là, à son revisionnage, on va dire, du match contre les Pacers. Donc je vais passer la parole, Greg, du fait que c'est pas un peu, c'est même complètement en ce moment l'implication et le rendement des 3 supposés All-Star, Big Three de l'équipe, qui plonge complètement les Suns dans le marasme, parce que c'est en dessous clairement de ce qu'on doit avoir de ces joueurs-là, quoi. Et c'est valable aussi pour Durant et Booker. Mais ce qui est sûr, c'est que Yusuf Nurkic n'est pas le responsable de tous les problèmes. Il est responsable de certains problèmes qui permettraient à une équipe pretender d'être un contender, mais il n'est pas responsable des problèmes des Suns actuels quand leur plancher se dérobe sous leurs pieds. C'est pas lui qui fait baisser le plancher. Lui, il empêche juste aux Suns de crever le plafond. C'est deux problématiques qui sont différentes. Si les 3 stars jouaient très bien, que Josh Okogie, Ryan Dunn, Ozo Ighodaro jouaient très bien, que Grayson Allen était à 37 ou 38 ou 39% à 3 points, etc., que Okogie faisait les efforts défensifs qu'on peut lui prêter, etc., machin, parce qu'il est formidable depuis au moins 5 matchs, etc., Yusuf Nurkic serait le problème principal. Ce n'est plus le cas.
On est à c'est quasiment pour ça. 40 matchs dans la saison. Yusuf Nurkic n'est pas le problème principal des Suns aujourd'hui. Et C'est c'est pour toujours ça un qu'on le pointait en début de saison où ça allait Oui, bien bien sûr, et que bien les sûr. choses se passaient plutôt bien et que bah ouais, le principal problème, le truc à régler, c'était Yusuf Nurkic. Et là, Exactement. ça vient en troisième, quatrième problème. Exactement, ouais, tout à Enfin, fait. on voit ça si on peut gérer ça, mais c'est pas le truc sur lequel il faut se pencher, quoi. Et Ouais, c'est ça, et exactement. Et du coup, maintenant, les problèmes, c'est ceux ça qui veut dire n'étaient pas un tout dire. problème au début de saison parce qu'on n'avait pas un échantillon suffisant pour analyser à quel point ça posait problème, Bradley Beal notamment. Eux, pour le coup, deviennent des vrais problèmes. Les turnovers de Kevin Durant, c'est un vrai problème. On a un joueur qui est à 27 points par match marqué de moyenne. Mais il en coûte combien aux Suns à cause des turnovers? Il est à plus de 3 turnovers par match. Nous, on encaisse énormément de points en transition parce qu'on n'est pas capable de faire un repli défensif correct. Donc forcément, chaque turnover nous coûte des points. Ben, ça veut dire que sur 3 turnovers par match et demi de Kevin Durant, ça nous coûte au minimum, disons, 1,5 point. Ça fait rapidement 7 ou 8 points par match. Donc en fait, Kevin Durant, il ne tourne pas à 27 points pour les Suns, il tourne à 27 moins les turnovers. Ça fait un joueur à 21 ou 22 points. C'est plus la même histoire, quoi. C'est plus du tout la même histoire. Et moi, maintenant, je vois les problèmes comme ça. Avec ce Big Three, je vois les problèmes comme ça. Ok, super, tu es capable de scorer en isolation. Booker, ok, tu es capable d'assurer du playmaking, tu es capable de faire des passes, tu es capable d'être d'avoir une gravité sur le terrain et d'attirer des défenseurs. Très bien. Bill, tu es supposé aller au cercle, tu es supposé avoir un super pourcentage dans le corner à 3 points et tout. Ok, mais tout le monde est à plus de 2,5 turnovers par match. Plus de 3 pour Kevin Durant. Et les mecs, en plus, en défense, ne montrent plus aucune implication. Je suis désolé, mais Nurkic, c'est le cadet de mes soucis à l'heure actuelle. C'est le cadet de mes soucis, quoi. Et le pire, c'est que, comme je vous disais en off, c'est que les prestations calamiteuses de ces 3 joueurs, dont le body language vraiment donne envie de s'en débarrasser le plus vite possible, hein, franchement. Enfin, vraiment, quoi. C'est pas du tout agréable quand tu as une franchise qui est portée par 3 mecs qui sont aussi souriants dans une défaite face aux Pacers. Ben, en fait, ça nous masque complètement les seules sources de réjouissance qu'il y a dans l'équipe, c'est-à-dire les 5 excellents matchs de Josh Okogie et de Ryan Dunn là récemment, Ozo Ighodaro qui continue de progresser, et en fait, on devrait... Et Bol La très bonne saison de Tyus Jones aussi. La très bonne saison de Tyus Jones, C'est absolument. Montemoris, ouais. Montemoris également. Ouais, mais c'est tout. Bol, quand il rentre, franchement, ses minutes sont super intéressantes. Il est super intéressant dans le match contre les Pacers, notamment dans le deuxième quart-temps. Il fait des contres, il met des fade-away à 2 points, il met des 3 points. Le mec, c'est un role-player. Tu te dis, ok, ce mec, il peut peut-être jouer un premier tour de playoff, quoi. Et ben en fait, tout ça, on peut pas s'en réjouir parce que les 3 autres font n'importe quoi, quoi. Ouais, mais clairement. Juste pour ajouter, il en a gros sur la patate, Malo. Un peu. Non, mais on disait qu'en plus, on parlait du leadership en ce début de saison. Et en fait, c'est pas méconnu, c'est des leaders par l'exemple. Voilà, c'était le cas l'année passée, plus ou moins, en tout cas, c'était beaucoup plus le cas. Qu'ils vont pas forcément aller engueuler les gars dans le vestiaire. Par contre, sur le terrain, ils vont montrer, ils vont dire, suivez-moi. Et là, même s'ils voulaient parler, ils pourraient même pas parce que, je pense que même des Ryan Dunn, ça pourrait leur dire, non, tu me dis de faire des trucs, t'es là sur le terrain, les mains dans les poches, tu reviens pas défendre, les rebonds, t'es là, tu regardes la balle, elle est jolie. Et là, ils auraient même pas la légitimité de parler, en fait. Et c'est là le plus alarmant où, au-delà de la performance en tant que telle du joueur, ça peut arriver d'avoir une mauvaise passe, d'être mauvais, voilà. Entre guillemets, le cas de Nurkic, il est pas bon, mais c'est pas très grave parce que c'est pas un leader, quoi. Et on l'a vite senti. Et là, c'est nos 3 leaders qui sont censés porter l'équipe et justement essayer d'aller chercher ce plafond plutôt que de au moins maintenir un plancher assez important. Et là, c'est loin d'être le cas en tout cas. Complètement. Et si on prend même une perspective un peu plus large, justement, on parlait tout à l'heure du contraste avec la saison dernière où c'était plutôt l'inverse et où les stars, on va dire, étaient au rendez-vous. C'est-à-dire même Bradley Beal, de fait, en hors blessure, il avait quand même fait une saison plutôt intéressante l'année dernière, quoi, on va dire, et que il semblait l'année dernière que le problème c'était pas l'idée générale de ces 3 All-Stars, mais plutôt le supporting cast autour qui avait été mal casté justement. Là, on a vraiment l'impression inverse, et du coup, c'est vraiment toute la construction, en fait, tout le projet général là autour de ce Big Three qui est complètement remis en cause là parce qu'on voit sur le terrain. Effectivement, tu avais raison de parler, Malo, du printemps dernier, et notamment des playoffs où on avait vu ça vraiment bien, quoi.
Et effectivement, le fait qu'on soit là dans la même situation quelques mois après, alors qu'on nous avait juré en début de saison que non, non, ce serait très différent et tout, et que nous-mêmes on y avait cru avec cette espèce d'élan là qu'il y avait eu sur la dizaine de premiers matchs. euh, Bah, c'est vrai que voilà, il y a aussi ce sentiment d'impasse parce que là, on est à un autre niveau de problème si le souci principal concerne les trois plus gros salaires de l'effectif qui sont encore là pour un paquet d'années, en théorie, et qui nous ont coûté autant de tours de draft que possible dans les deux cas. Donc c'est vrai que enfin dans les deux cas des joueurs qui sont arrivés quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment très inquiétant. Enfin, ce changement là d'échelle, on va dire, du problème, il est très très inquiétant dans le projet général des Suns aujourd'hui. Alors voilà, c'est pas nouveau, on savait, on avait lancé les red flags depuis un moment, mais c'est vrai que le fait que ça arrive aussi vite et dans des proportions aussi spectaculaires là actuellement, donc on en a pas vraiment parlé, mais les Suns sont vraiment glissés au classement de la conférence Ouest. Pour l'instant, ils sont 12e. On parlait de leur position vis-à-vis des autres teams dans les classements de rating. Bah au niveau du classement, bah voilà, on est entre Sacramento et Portland quoi, en gros quoi. Donc on est à notre place par rapport à ce qu'on produit actuellement sur le terrain, mais pas du tout à la place. Bah, on l'a répété des dizaines de fois qu'on attendait évidemment, mais même que devrait, et c'est là où la question du plancher revient, que devrait nous apporter le fait d'avoir ne serait-ce que Devin Booker pardon et Kevin Durant. Donc, bah messieurs, on va pouvoir passer à la suite peut-être de cette émission et peut-être à la lueur d'espoir là qui s'est dessinée cette nuit. En tout cas, bah petit rayon de soleil du lundi matin, on s'est réveillé avec cette news là. Il semble que bah, le front office, le staff a bien pris la mesure de la gravité de la situation. Évidemment, comment pourrait-il en être autrement alors que bah voilà, encore une fois, on enchaîne les défaites et on n'est pas beau à voir quoi. Et il faut changer des choses à l'évidence. On imagine que sur le front des trades ça s'active, mais bon, il n'y a pas plus d'éléments à donner que ce qu'on avait plus ou moins avancé lors des dernières émissions. En revanche, bah, sur le terrain, il y a des changements majeurs qui s'annoncent là, puisqu'il a été annoncé par Brian Winders, je crois, sur Twitter, ou Chris Haynes, je sais plus. Ouais, Chris Haynes. Chris Haynes, oui, vous avez raison, c'est ça. Que bah du coup, il y aurait deux changements dans le 5 de départ des Suns à compter du prochain match a priori, donc qui sera contre Philadelphie à Philadelphie là dans la nuit de lundi à mardi, avec donc les sorties du 5 de départ de Bradley Beal et Youssouf Nourkic. Donc on rappelle que Youssouf Nourkic était absent les 3 derniers matchs après sa baston avec Najee Marshall et compagnie contre les Mavs. Toi Malo, comment tu accueilles cette nouvelle c'est ce qu'on disait avant, on est heureux de voir qu'au moins ils essayent quelque chose quoi, mais après au-delà de ça, est-ce que tu penses que ça peut être une clé de sortie de crise pour les Suns? Bah, ouais, c'est ça, en fait, on n'a rien à perdre. Le pire, c'est que la situation enfin, sera catastrophique, mais c'est un peu préparé que maintenant. Donc, ouais, y a rien à perdre. J'ai vu un tweet qui résumait bien ça, c'est que bah, option A, enfin, va beaucoup mieux comme ça et on commence à gagner des matchs. Option B, bon bah ça marche pas et on fait tout péter. Option C, ça marche pas, on essaie de tout faire péter, on n'y arrive pas et on reste dans la situation où on est maintenant. Donc ouais, faut tenter. Enfin, Bradley Beal, Nurkic, ça fait un moment que les fans, les supporters demandent de les voir sur le banc ou de plus les voir pour Nurkic notamment. Ça marche un peu pour Beal, en tout cas, de voir un trade. Donc, bah, c'est sûr que faut tenter, surtout qu'en plus, bah, si c'est pour mettre Ryan Dunn, je trouve que c'est un choix, en tout cas tactique, qui est à essayer, en tout cas qui est peut-être une bonne option, voilà, d'apporter cette défense. On l'a vu quand il a commencé les matchs cette saison, pardon, c'était loin d'être un problème. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Enfin, je vois pas de problème avec ça. Nurkic, bon bah voilà, je pense que c'est plus encore pour montrer que bon bah il a plus grand chose à faire dans l'équipe, mais ça voilà, ça bouge pas de la situation et que ce sera pas forcément beaucoup mieux, ce sera pas forcément beaucoup pire quoi en gros. Donc voilà, j'attends quand même de voir ce que ça va faire, si ça va peut-être créer un petit électrochoc ou quoi. Je pas du tout certain pour être sûr, mais en tout cas c'est mieux que rien. But tente. Comme j'ai dit, on a plus à gagner qu'à perdre. Enfin, on a même ouais, pas à perdre, je trouve. Donc voilà, si ça peut en plus, par exemple, motiver Bill à péter sa no trade clause ou je sais pas, enfin pour lui montrer que bah en fait on serait prêt pendant 3 ans à le laisser sur le banc après pas le faire jouer ou quoi, entre guillemets tant mieux. Donc sur ça, ouais, je suis plutôt content, c'est un grand mot, mais voilà, intrigué de voir ce que ça donne. Si ça permet à l'équipe d'aller mieux, ce serait bah, super bien. Si ça permet de faire bouger les choses, bah tant mieux. Sinon, bon bah, entre guillemets, statu quo, et au moins on aura
On se sera dit qu'on aurait essayé, quoi. Ouais. C'est pas du tout certain que ça change quelque chose, mais au moins, qui sait. Mais- Enfin, c'est comme ça que je vois le truc, quoi. Je sais pas si ça change Bah, pour vous. Toi, tu le bah, vois ça, comment, Rob? dans la mesure où, je vais donner la parole à Greg juste après, mais dans la mesure où, c'est ce que je disais juste avant, pour l'instant, sur le fond de la modification de l'effectif par des trades ou quoi que ce soit, on est complètement bloqué et on voit que rien ne se profile réellement, même si on reste dans les favoris pour acquérir Jimmy Butler, tout ça, machin. Mais tant que ça bouge pas, de toute façon, il n'y a pas 56 000 solutions, quoi. Faut essayer des trucs au niveau du roster et il y a que de là que ça peut venir, en tout cas, de modifier cet équilibre-là. Greg, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais moi, je suis moins sur l'aspect sportif que vous, je pense. En fait, moi, je me suis refait le film de Bradley Beal j'allais dire aux Spurs, aux Suns. Bill aux Spurs, hein, ça peut Ouais, passer. ouais, ouais. Et écoute, on va récupérer Keldon Johnson et 2 secondes tours, on va être content. La tristesse du truc. Non, mais je me refais le film. En fait, le mec arrive pour faire un backcourt hyper dynamique avec Devin Booker. Et puis finalement, une saison après, on annonce que Tyus Jones arrive et va être dans le 5, ce qui veut dire finalement qu'on ne croit pas en ce backcourt, Bradley Beal et Devin Booker. Première chose, première idée qu'on lance à la figure de Bradley Beal après une seule saison. Mec, en fait, tu vas plus être dans le backcourt, tu vas essayer de jouer 3. On va essayer de te caser en 3 ou en 2,5. Et on va mettre un vrai meneur. On ne croit plus en toi et Devin Booker en position 1-2. Bon, très bien. Mais du coup, cet abandon de plan au bout d'une seule saison, ça veut dire beaucoup de choses tactiquement pour les Suns. Ça veut dire que Jusuf Nurkic n'a plus du tout le même usage sur le terrain parce que tu as 3 ball handlers principaux qui sont sur les postes 1, 2, 3, donc tu peux pas mettre Jusuf Nurkic dans les mêmes dispositions que la saison dernière en hub, etc. Donc ça veut dire que tu ne crois plus non plus en Jusuf Nurkic une seule saison après parce qu'il est même pas capable d'avoir le niveau de Sabonis offensivement. En tout cas sur les passes, hein, parce que évidemment la finition au cercle, on n'a jamais pensé que c'était Sabonis, quoi. Et puis en fait, là aujourd'hui, tu te dis, ok, le mec est 6e homme. Ça veut dire que en même pas 12 vrais mois, ou en peut-être 18 mois, je ne sais pas exactement depuis quand il a été tradé, j'avoue que j'ai oublié, mais en l'espace de finalement moins d'un an et demi, tu te retrouves avec un mec qui était censé composer un Big 3, avec un mec qui a été remplacé au poste 1 par un joueur comme Tyus Jones, qui est une option vraiment 3 pour le coup, et en plus, qui est relégué sur le banc. Donc, l'échec de ton plan, il est enterré à une vitesse phénoménale. Mais phénoménale. Et là, pour moi, on atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que, déjà, l'arrivée de Tyus Jones, c'est pas sympa pour Bradley Beal. Donc, Bradley Beal, tu vois, pour moi, c'est peut-être... ça le remet en cause dès le début de la saison avec l'arrivée de Tyus Jones. Et en plus, derrière, le mec, tu le mets sur le banc. Je vois pas quel message plus clair on pourrait lui envoyer en tant que front office pour lui dire, mec, désactive ta no trade clause et barre-toi de là, s'il te plaît. En réalité, pour moi, tout ce qui a été fait depuis le début de la saison, arrivée de Tyus Jones et aujourd'hui, Bill sort du banc, parce qu'il n'y a pas de question de 6e homme, hein, en plus. C'est juste, il sort du banc. Le terme 6e homme, pour l'instant, n'est pas présent dans la presse. Il y a juste marqué... Et encore, je sais même pas si ça a été dit qu'il sort du banc. Hein. Pour moi, j'ai juste vu qu'il prenait la place. Enfin, Ryan Dunn prenait sa place. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, oui, exactement, c'est ça. Pire que ça. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est vraiment le mec, lui et Nurkic, mais lui plus que tout, parce que c'est 50 millions et c'était la promesse d'un Big 3. En fait, ils sont expendables, comme on dit en anglais. Ils sont vraiment dispensables. Ils sont complètement dispensables dans le 5 majeur. Et pour moi, ça va au-delà du sportif, en fait. On est vraiment sur un front office et un coach qui signifie à une équipe que les choses qui ne fonctionnent pas, on va s'en débarrasser. Et maintenant, lourde tâche à James Jones, qui, à mon avis, est le prochain à devenir potentiellement expendable, de se débarrasser des dispensables. Parce que si lui veut être indispensable encore cet été, il va falloir qu'il se débarrasse le plus vite possible des dispensables. Ouais. Bah, donc ça veut dire. Je sais pas si j'ai été clair, mais non, c'est très clair. En fait, ça veut dire surtout que selon toi, on est un peu vraiment dans un scénario un peu à la Thibodeau. C'est-à-dire tu mets à l'écart des joueurs parce que tu dis non, j'ai des problèmes dans mon effectif, enfin dans mon équilibre global de l'effectif. Et en fait, ce sera mieux si il y avait l'exemple d'Evan Fournier, je crois, c'est ça. Il y a Evan Fournier, ouais. Et ensuite,
des Knicks et qui avait été vraiment benché, mais genre pas benché, genre il jouait C'est plus du tout, fini, quoi. oui, c'est fini, tu joueras plus. Ouais. Limite Je à pense qu'il s'entraîner y à a une l'écart possibilité et pour Nurkic et pour Bill que ça se passe comme ça, là, dans les jours à venir. Bah, alors, je sais pas si ça va être mis à l'écart complètement, parce qu'il y a marqué benched, tu vois, mais déjà, mais c'est beaucoup, parce que Evan Fournier, c'est pas le statut de Bradley Beal, ni dans la ligue, ni Non, dans bien son sûr, équipe. d'accord. Ah oui. Tu vois, même Tu Youssouf verrais Nurkic, plus hein, Nurkic effectivement dans un truc comme ça, c'est-à-dire et Nurkic même, vraiment pose vraiment trop de problèmes à l'équipe, donc tu le sors, quoi. ouais, Il y a un mais peu un truc Nurkic, comme il ça. est Effectivement, titulaire. Bill, c'est un niveau supérieur encore. Nurkic, il est titulaire, et derrière lui, t'as pas un mec qui pousse. Hein. Plumlee, c'est pas la folie. Ok, c'est meilleur que Eubanks, mais bon, moi aussi. Oui, t'es pas sûr de le faire. Bon, Non, mais bien sûr que non, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai cherché quelqu'un pour dire qu'il était meilleur, mais en fait, il y a tellement de noms que je me suis perdu. Mais Plumlee, il assure cette année parce que l'an dernier, on a un référentiel qui est extrêmement bas. Drew Eubanks n'a pas tenu les promesses qu'on avait envie qu'il tienne la saison dernière. Et Ozo Ighodaro est encore trop loin et trop petit sur son axe de progression pour vraiment tenir un poste 5 en NBA. C'est pas un Marest de Maillard, Ozo Ighodaro. C'est pas à vous que je l'apprends, tu vois, ni aux téléspectateurs de Valley Hoop. Donc, et pourtant, on l'adore hein, dans ce pod. Mais moi, je vois la situation et l'exemple que tu donnes avec Thibodeau qui met à l'écart ses joueurs. Je pense qu'on n'est pas sur une mise à l'écart, peut-être sur Nurkic, mais pas sur Bill. Mais en tout cas, on est sur des signaux qui sont suffisamment forts pour dire les mecs, aidez-nous à trouver une porte de sortie. Vous appelez vos agents, ils appellent les franchises et on trouve des solutions. Parce que là, c'est pas possible. Vous rentrez plus dans les plans de jeu, quoi. Et ça fait peut-être un peu suite aussi à ce que tu disais, ce que tu évoquais lors des derniers podcasts, ce que vous aviez d'ailleurs tous les deux un peu évoqué, c'est-à-dire un peu le scénario catastrophe autour des discussions avec Butler, c'est-à-dire que t'en as pas parlé dans tes signaux qui ont été envoyés, mais clairement il y a eu ça aussi, il y a eu cet épisode-là où Absolument. bon bah écoute, nous on peut peut-être faire affaire avec le hit, mais il faut que Bill soit prêt à désactiver sa loterie clause et tout machin. Donc effectivement il y avait un peu un côté comme ça, d'une manière générale, de mise à l'écart progressive, on va dire, dans le projet, parce que encore une fois, hein, malheureusement avec toute la bienveillance qu'on peut avoir à l'égard de Bradley Beal, qui n'a pas été que nul depuis qu'il est au Suns, qui n'a pas été que comment dire, que dans un body language négatif ou dans une implication. Ouais, c'est ça, l'année dernière, c'était le seul parfois à montrer. Ouais, mais même en début de saison. Hein. Vraiment, c'est un problème de fond. C'est-à-dire qu'encore une fois, la question du salaire, elle est évidemment importante. La question du projet aussi de fit, quoi, purement et simplement. Et dans les deux cas, bah voilà, effectivement, il y a des gros soucis. Et on attend toujours que Bill fasse mentir les sceptiques, voilà, que ce soit qu'on soit dans un espèce de d'arc rédemptif autour de lui, et ça ne vient toujours pas en fait. Et c'est un peu la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même chose pour Nurkic, parce que pour le coup, l'arc de rédemption, on l'a un peu eu l'année dernière où il était un peu au-dessus des attentes. Là, on voit depuis les playoffs en fait, dans toute la crudité de ce qu'il amène, et le fait d'avoir lui en pivot titulaire encore une fois 18 millions de l'année, c'est beaucoup moins que Bradley Beal, mais c'est quand même gros aussi. Ça pèse dans le salary cap. Alors son rôle, ouais. Spoiler ou pas, j'ai pas encore regardé jusqu'au bout là le top 10 qui vient de sortir aujourd'hui de Trash Talk des pires contrats actuels de la NBA. Sans aucun doute, Bradley Beal est numéro 1. Voilà, et je pense que les deux ont moyen de dire, il y a deux sens dans le truc, clairement. Parce que tu te dis, bah voilà, le contrat de Nurkic, c'est pareil, c'est quand même une calamité, toute proportion gardée, quoi que ce soit, évidemment, on parle de NBA, mais c'est un vrai problème. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il est toujours là, c'est parce qu'on ne peut pas le trader avec le contrat qu'il a, hein. Donc, effectivement, il y a le problème de la construction générale de l'effectif, et il y a le problème de ce que tu gagnes à les avoir. Et jusqu'ici, effectivement, on a compris en tout cas que l'intérêt des Suns, c'était plutôt d'essayer de montrer Youssouf Nurkic, regardez, il a encore le niveau pour jouer en NBA, vous voulez pas le prendre, ça peut peut-être être intéressant, tu veux construire, t'as besoin de rebond et tout machin. Sauf que voilà, clairement ça marche pas, il est pas du tout attractif, et pour les raisons évidentes qu'on connaît. Et du coup, on en vient un peu à cette extrémité où bah en fait, pour le bien de l'équipe là, dans l'urgence qui est celle des Suns actuellement, bah il vaut mieux qu'il joue le moins possible. Effectivement, on verra si c'est mise à l'égard totale, s'il passe 3e dans la hiérarchie, parce que dans les questions qu'on avait en tout début de saison, c'était est-ce que Osso peut passer devant Plumlee? Là, donc Plumlee a priori va passer starter. Osso peut aussi passer devant Nurkic dans la rotation, puisqu'il apporte. Alors là, il était blessé il était malade, je crois, sur le match contre
contre les Pacers, mais il va revenir a priori bientôt. Et enfin voilà, il y a aussi cette question-là de la rotation poste 5. Est-ce que Nurkic passe pas troisième et tout machin, et comment ça s'articule autour de Bill? Alors c'est peut-être un angle pour revenir un peu sur le terrain et la question de l'équilibre. Est-ce qu'on peut imaginer enfin alors je suis désolé parce que j'avoue c'est un truc que j'ai répété et asséné depuis des mois et des mois, que pour moi il y aurait quelque chose à gagner en termes d'équilibre des responsabilités à avoir Bill plutôt en leader de la seconde unité, que ce soit un rôle de vrai sixième homme qui finit les matchs ou quoi que ce soit. C'est même pas vraiment la question. La question c'est plutôt d'alterner, on va dire, et de lui donner plus de poids dans des line-up sans Booker, quoi. Tout simplement, ça veut dire un peu ça, quoi. Est-ce que vous croyez que ce simple changement, là, de le faire passer en sortie de banc, peut enfin tourner les Suns dans cette direction-là, donc notamment avec l'arrivée de Ryan Dunn, l'arrivée attendue de Ryan Dunn dans le 5, sachant que Royce O'Neal actuellement est blessé. Peut-être un Grayson Allen aussi qui va être un peu plus dans un rôle de spot-up shooter et un peu plus défini, on va dire. Comment vous voyez les choses, vous à ce niveau-là? Peut-être Malo pour commencer sur cette question. Je pense pas que ça va changer tout, enfin, drastiquement les choses. Comme on l'a dit, le problème, il est pas forcément de joueur ou quoi, c'est l'envie, l'attitude, tout ça. Et à part si ça crée un électrochoc, chez lui, chez Ryan Dunn, surtout chez Booker, Durant et quelques autres, ça va pas changer fondamentalement le truc. Si, en tout cas, il est dans un rôle de sixième homme ou membre important dans la rotation, il va quand même jouer une grosse vingtaine de minutes, voire 30 minutes. Il aura à peu près peut-être les mêmes rotations que maintenant. Donc, sur ça, je sais pas si ça va drastiquement tout changer. Et je pense que ouais, c'est surtout comme l'a dit Reg, un problème extra sportif enfin, tu dégages et voilà. Donc, je sais pas si ça va drastiquement changer les choses. Je suis pas totalement convaincu. Pour Nurkic, c'est à peu près pareil, ça va à peu près changer, mais ça va pas non plus révolutionner le jeu des Suns. Ça, je pense, c'est un peu une certitude parce qu'on a déjà vu des extraits sans lui où c'est pas forcément mieux. Mais voilà quoi. Donc, ouais, pour le coup, je suis pas convaincu à 100% que ça va révolutionner le jeu et que dans un mois, on enchaîne 10 victoires en 13 matchs et que voilà, on dit quel coup de Ginny Bud. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut tenter et je pense que c'est plus l'apport de Ryan Dunn entre guillemets dans un rôle de titulaire avec ce 5 là où bah c'est plus complémentaire que voilà Bradley Beal qui aura un rôle différent. Je pense qu'il va à peu près garder ce même rôle différent et que ouais peut-être qu'on aura un peu moins de line-up avec Booker et Bradley Beal où on voit que ça ne marche pas cette saison, en tout cas que dans les on-off machin bah ils sont en négatif. Donc ouais, de toute façon ça a tenté comme j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, pas certain que ça révolutionne le jeu parce que les problèmes sont bien plus gros que ça et sont surtout autres que un joueur à la place d'un autre, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Je sais pas si Greg, tu vois ça autrement. Non, je vois le calcul enfin, je vois pas les choses autrement. Je pourrais même dire que tu as tout dit, mais je vais juste donner quelques chiffres pour appuyer ce que tu viens de dire. Bradley Beal, quand il est sur le terrain, le defensive rating est de 120,26 et l'offensive rating de 111,95. Quand il est hors du terrain, le defensive rating est de 113 et l'offensive rating est de 116. Alors, il y a d'autres joueurs dans le 5 majeur anciens des Suns, avant les changements qui vont être faits à partir du match contre les Sixers, qui ont aussi une influence négative sur l'offensive et le defensive rating. Mais Bradley Beal semble être celui qui met le plus de poids dans la balance avec Youssouf Nurkic. Donc, enlever les deux, c'est faire le pari de rééquilibrer le 5 majeur et de trouver une nouvelle source d'alchimie, comment dire, j'ai perdu le mot, mais ouais, d'alchimie, quoi. Et du coup, je pense que l'objectif, c'est d'abord d'augmenter la taille et la physicalité et l'intensité du 5 majeur avec l'arrivée de Ryan Dunn, de peut-être améliorer un tout petit peu la finition au cercle avec Plumlee, et ensuite de mieux disperser les problèmes que Nurkic et Beal posent dans les effectifs, dans le staggering des minutes de l'équipe. Donc, à mon avis, là, on va être sur un calcul de mettre des échecs par Budenholzer et son staff, qui vont essayer de caler des minutes pour Bradley Beal et Youssouf Nurkic dans la rotation pour que ça soit le moins négatif pour l'équipe. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que une des conclusions de ces essais-là, c'est qu'en fait, ça fonctionne vraiment pas et on en arrive
au cas Evan Fournier à New York, Thibodeau, comme tu disais tout à l'heure, Rod, où on doit définitivement couper les mecs du jeu, quoi. Et ça c'est compliqué. Moi, je pense que ce scénario existe. Je ne sais pas s'il est réaliste ou pas. Je pense aussi qu'on est dans une période où on a des biais négatifs sur le rendement de l'équipe et les possibilités de l'équipe. Donc, je ne prendrai pas de pari alors que clairement, on est dans une période de doom. Mais voilà, les calculs sont rationnels. Ils doivent être faits. Ils vont être faits par un coach qui est très rationnel pour le coup. On va voir, je pense, d'ici 10 à 15 matchs, quand on aura un échantillon suffisant pour en voir les résultats, ce que ça va donner, quoi. Et puis, juste pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on est juste au-dessus des équipes qui tankent. Et donc, juste, nous, ça doit changer parce que c'est pas notre objectif. Et donc, on essaie de faire les changements en fonction. On n'est pas dans une logique où, Rod, tu le disais, on essaie de montrer Nurkic, regardez les écrans qu'il met, Devin Booker derrière, il a un palace pour tirer tout ça. Non, parce que, en fait, nous, on doit gagner, on n'est pas là pour, c'est pas grave si on perd le match, tant que, Nurkic, on peut gratter un second tour, un machin en plus dans le trade. Non, en fait, nous, on doit changer, et les changements évidents, en tout cas, les changements qui apparaissent en premier, notamment dans les statistiques, comme tu l'as montré, Greg, c'est ceux-là qui sortent, et donc, il faut les faire. Après, voilà, je sais pas si ça va tout changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas, c'était à faire. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu d'optimisme, mais je pense que c'est au-delà du sportif, où c'est peut-être plus dans un truc de groupe global, on va dire, parce que voilà, on a déjà dit Nurkic, c'est vrai que ça semble un petit peu sortir du groupe depuis un petit moment. On l'a vu notamment avec ses déclarations où voilà, il a pas l'air, Kevin Durant qui l'engueule ouvertement plein de fois sur le court, enfin plein de trucs comme ça. Ou d'un côté, tu dis que c'est peut-être un peu mieux pour l'équilibre de l'équipe au global, quoi, et que ça peut peut-être un peu donner un ultimatum aux autres en mode regardez, si vraiment vous êtes pas bon, on n'aura pas peur de vous dégager. Après, est-ce que ça marchera sur des mecs qui ont généralement des égos surdimensionnés, pas sûr. Mais en tout cas, si ça peut au moins faire bouger les choses, que ce soit sur le terrain ou dans l'effectif, avec des trades ou autres, c'est à faire, quoi. Je vais vous donner 2 autres chiffres très rapidement, même si les échantillons sont très faibles puisqu'on est en dessous des 100 minutes jouées. Mais quand Bradley Beal, Devin Booker et Tyus Jones jouent ensemble sur le terrain et que Kevin Durant et Ryan Dunn ne sont pas là, c'est 140 de defensive rating. 140. Oui. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on prenne 130 ou 125 points par match dans les défaites actuelles. Simplement parce que ce backcourt de 3 joueurs très petits, c'est catastrophique en défense pour son 9 seulement de offensive rating, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas non plus pour générer de l'attaque. En revanche, parce que l'idée de base, c'était pardon, je te coupe, mais l'idée, c'était de marquer plus que l'adversaire, quoi. Exactement. Et du coup, là, c'est raté. C'est pas grave, mais ça fait un petit net rating de moins 31. Sachant que, du coup, quand Bradley Beal est tout seul sur le terrain et qu'il n'y a ni Kevin Durant, ni Devin Booker, ni Tyus Jones, ni Ryan Dunn, son net rating est de 10,5, 119 en offensif et 109 en défensif. Donc, je pense que le calcul est le bon. Il faut voir si dans l'opérationnel et dans la réalité des matchs, ça va marcher. Moi, pour le coup, ce qui m'intéresse c'est très intéressant tout ça, bien sûr, mais ce qui peut aller dans ce sens-là, je pense que c'est un peu justement la répartition des minutes vraiment fondamentalement. Il y a un site, je sais pas si vous connaissez, messieurs, qui s'appelle Positive Residual, avec bien sûr, ouais. Et qui notamment a un espèce d'outil pour représenter graphiquement les temps de jeu dans un effectif et donc vraiment minute par minute dans les cartons avec voilà, et en fait ça permet de voir notamment pour les Suns que oui, cette triplette là, Booker, Jones, Beal, c'est donc celle du 5 de départ, tout simplement, elle apparaît notamment beaucoup à 2 moments du match, 2 moments assez clés, le début du premier et le début du 3e quart-temps, la première moitié du premier quart-temps et la première moitié du 3e quart-temps. Et effectivement, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, on sait que le 3e quart-temps, il y a un vrai problème par rapport à ça. Et je pense que en termes d'équilibre, c'est aussi ça, c'est-à-dire que on voit bien, et c'est agrémenté par en plus la plupart du temps Nurkic et le cinquième joueur dans ces line-up là. Par rapport à beaucoup d'autres moments d'ailleurs, notamment le 4e quart-temps où c'est beaucoup plus mixé, on va dire, et c'est moins évident. Pour moi, il y a vraiment un truc, c'est-à-dire que au-delà de la triplette, même entre Beal et Booker, on l'a dit, on est dans le constat que de toute façon le fit ne fonctionne pas et il faut arriver à trouver autre chose. Le fait que leurs minutes soient à peu près calées l'un sur l'autre,
est un truc qu'il faut arriver à modifier. Et effectivement, la dernière stat que tu donnes, Greg, est d'autant plus intéressante que dans les moments où Booker joue moins, on a parfois cette espèce de souci de continuité par rapport au primary ball handler, on va dire, et qui peut moins se poser avec lui. Encore une fois, c'est un peu de la théorie parce que c'était le grand message qu'on voulait l'année dernière et se dire on n'a pas besoin de point guard parce que quand c'est pas l'un, c'est l'autre et les deux autres, enfin les deux sont des porteurs de balles élites et tout machin, sans aller jusque là et avec le niveau auquel Bill est actuellement par rapport à ça, il y a juste le fait d'être une option prioritaire de scoring au moment où notamment Booker ne sera pas sur le terrain. Et je pense que ne serait-ce qu'harmoniser ça peut permettre à l'équipe peut-être de retrouver un peu plus d'allant, de continuité, on va dire, en gardant notamment des forces aussi pour Bill, parce que il y a la question du positionnement, la question de l'énergie qu'il donne en défense ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à mieux trouver dans son utilisation à lui, en le faisant sortir du banc. En fait, c'est ça, c'est que je rebalance sur le sportif, Greg. Je c'est pas pour dire que ton angle tout à l'heure sur l'extra sportif et sur la gestion globale de l'effectif était pas juste, parce que je suis vraiment d'accord sur le fond. Je pense que tu as raison. On est vraiment dans un moment où on est en train d'envoyer message après message et on est dans des étapes successives par rapport à ça. Mais pour moi, et ça, enfin, évidemment, j'attendais de dire ça depuis des mois et des mois, mais il y a vraiment quelque chose à y gagner, vraiment dans l'organisation des rotations des Suns. Pas parce que les rotations avec Bill sans Booker ou avec Booker sans Bill sont diablement plus efficaces. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment que jusqu'ici, cette presque force que nous permettait le fait d'avoir Bradley Beal, on l'a pas assez utilisé, notamment cette saison, et que ça peut être un moyen de bien l'utiliser, entre guillemets, en tout cas de mieux l'utiliser que ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc moi, quand je vois le schéma, vous irez le voir, messieurs, je vous l'enverrai, et peut-être que on l'enverra à nos auditeurs qui sont curieux, mais quand on regarde ce schéma-là, on se dit qu'en décalant certaines cases bleues de Bradley Beal, et celles de Nurkic aussi, du coup, de par le fait, mais ça peut peut-être donner à la succession des line-up des Suns un peu plus de cohérence, notamment sur le côté défensif, puisque comme tu l'as dit très bien, Greg, il y a un énorme problème défensif qui se pose dès lors que tu as Jones, Booker et Bill sur le terrain. Et encore une fois, je le répète, c'est des moments très importants du match où ils sont sur le terrain tous les trois. Donc effectivement, pour moi, il y a quand même quelque chose. Enfin, alors sans être dans un optimisme BA, j'attends un peu de voir ce que ça va donner là, sur les prochains matchs. Est-ce que ça peut pas donner un nouvel élan à l'équipe, sachant aussi, on en a pas vraiment parlé, mais que là le calendrier va être un peu plus clément dans les semaines qui arrivent. Donc on joue quasiment que des équipes qui sont en négatif. Alors les Sixers, ça va un petit peu mieux là depuis qu'Embiid arrive à jouer des matchs, mais on joue ensuite les Hornets en back-to-back. Atlanta qui va pas très très fort en ce moment, on les recevra. Puis un nouveau back-to-back contre Utah qu'on aime bien battre cette saison. Heureusement qu'ils sont là, Utah, il nous apporte quelques victoires. Et à nouveau les Hornets, mais cette fois à la maison. Donc cette séquence là de 5 matchs, on va dire, c'est un peu plus calme que ce qu'on a eu jusqu'à présent, avec des équipes qui soit étaient en pleine bourre, soit étaient justement un peu dans l'entre-deux et avaient besoin de victoires absolument, comme les Warriors ou les Pacers, qui ont su nous avoir justement sur ce côté-là un peu d'urgence. Là, c'est nous qui sommes dans une situation d'urgence face à des équipes qui sont peut-être un peu moins. Alors les Sixers, c'est pas vrai pour les Sixers, mais c'est vrai pour les équipes derrière. Donc on va voir, mais je pense qu'il y a peut-être de quoi, alors sans trop s'illusionner sur le fond de l'affaire, mais peut-être être un peu plus serein, un peu plus enthousiaste justement sur les matchs à venir des Suns. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, si vous espérez comme moi une petite embellie là sur les matchs à venir. Greg, peut-être. Moi, ce que j'attends, c'est que oui, j'attends deux choses. J'attends de voir ce qui va se passer avec le staggering des minutes sur la seconde unit. C'est vrai que les minutes qui ont déjà été jouées par Bradley Beal, Royce O'Neal, Monte Morris, Grayson Allen ensemble sont plutôt positives, même s'il y en a très très peu. Donc ça, on va partir sur un test quasiment ex nihilo cette saison. Par contre, ce qui est sûr, c'est que au-delà de l'utilisation, c'est très juste ce que tu dis sur le fait que Bradley Beal, on l'a jamais vraiment utilisé full potentiel en tant que première option offensive, premier générateur offensif dans une équipe, et du coup, ce sera la deuxième équipe. Ça, c'est très cool de pouvoir enfin le tester là-dessus, mais surtout que la première équipe, que le premier 5, les starters, soient capables de faire des stops défensifs avec l'aide de Ryan Dunn, ça, c'est pas mauvais non plus.
Ça, vraiment, c'est pas mauvais, surtout que Ryan Dunn progresse offensivement. Il a de plus en plus de mains sur les finitions près du cercle, au lay-up, gauche et droite d'ailleurs, donc c'est plutôt cool. Mais moi, c'est aussi ça que j'attends, et je pense que c'est aussi ce qu'attend Budenholzer. On est quand même aux fraises en défense. Donc Ryan Dunn qui rentre dans le 5, j'ai presque l'impression que c'est aussi important que Bradley Beal qui va sur le banc, quoi. C'est pas juste on a un problème avec Bradley Beal dans le 5, on a un problème dans le 5 qui est un problème défensif. Quelle est notre solution? On met Ryan Dunn, ok, du coup ça peut aussi permettre d'avoir Bradley Beal en sortie de banc. Voilà, je pense que tout ça, ça fait sens. J'ai peu d'espoir, je vais pas vous mentir. J'ai assez peu d'espoir qu'il y ait un changement radical sur les 10 prochains matchs. Par contre, j'ai plutôt bon espoir que les Suns évoluent dans le bon sens sur les 3 prochains mois, à la fois sportivement et extra-sportivement, grâce à ces choix radicaux. Il y avait vraiment besoin de faire des choix radicaux un peu à la façon des Kings. Les Kings ont choisi de virer leur coach. Les Suns ne l'ont pas fait. Vraiment, Budenholzer, je pense pas que ce soit le responsable de la situation. Donc, au contraire. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Toi, Malo? Ouais, puis pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a ce équilibrer un peu les rotations, Booker, Bill par exemple, mais c'est aussi mine de rien avec Dunn et Okogie où t'as un peu envie qu'il y en ait entre guillemets un qui soit tout le temps sur le terrain parce que sur cette saison, c'est en tout cas les deux qui ressortent le plus. Il y avait Rossonil en début de saison, mais là il enchaîne pas mal les blessures, il revient, il repart, donc c'est un peu compliqué de trouver ce rythme-là qu'il avait dans ce début de saison, mais c'est vraiment les deux joueurs qui, avec Iguodaro, Montemoris, un peu dans un petit peu moindre mesure, mais quand même, qui apportent ce côté énergie, tout donner, hargne, hustle, tout ça qu'on aimait bien sur le début de saison et qui, là, ouais, franchement, c'est deux des plus belles et deux des seules satisfactions de l'équipe. Donc, mine de rien, essayer d'en avoir peut-être un à chaque fois sur le terrain, ça peut peut-être justement donner un petit peu à chaque fois cette hargne ou quoi. Donc, ouais, comme l'a dit Greg, c'est à la fois la sortie de Bill qui est importante, mais à la fois l'arrivée de Ryan Dunn qui est importante, et tout au moins dans le sens où ouais, c'est peut-être du 50-50, voire ça penche du côté de Dunn, quoi, pour moi. Donc voilà, je confiant pas forcément non plus parce que cette saison on a été la seule victoire des Pélicans pendant 3 mois, j'ai l'impression. On était, là on perd contre les Grizzlies qui avaient deux joueurs de leur rotation habituelle limite. On perd contre les Pacers, les Warriors qui, même s'ils sont dans l'urgence, restent des équipes qui sur ce début de saison, en tout cas pas forcément pour les Warriors, mais qui sur les derniers matchs étaient mauvaises comme nous. Ils ont été meilleurs que nous sur le match en question. Donc oui, on doit gagner ces matchs et on est en capacité, on peut les battre, c'est sûr, et j'espère, parce que ce serait la moindre des choses, j'ai envie de dire. Parce que là, si les 4-5 prochains matchs, on n'en gagne que 2, là, ça va commencer à être très, 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 très inquiétant. Au-delà de la saison actuelle. Donc ouais, pas forcément confiant non plus parce que j'ai trop de fois été, comme je l'ai dit je crois tout à l'heure, tu te dis que ce sera pas possible que ce soit pire que le dernier match, et finalement tu te retrouves tu regardes le match et tu te dis putain c'est possible de s'enfoncer encore, quoi. Donc j'ai plus envie de me dire que non, prochain match ça ira mieux, il y a ça, il y a le retour de machin, il y a un truc qui a été en forme sur les 2 derniers matchs, ça va le faire, en face ils sont pas bons, machin. Non, c'est match par match, là ça prend vraiment son sens où c'est vraiment chaque soir faut y aller, et c'est pas forcément les joueurs qui vont aller qui vont être motivés, mais Booker le disait, il est pas motivé pareil pour tous les matchs, donc c'est le problème le problème de nos meilleurs joueurs sont encore plus reflétés par la situation, donc c'est compliqué, mais donc voilà, pour ça que je suis pas confiant et que je suis pas là. Non, dans 2 semaines ça ira déjà mieux, on se rapprochera des 50% de victoire, voilà. Non, je vais pas le dire avec en étant sûr de moi. Je l'espère, ça c'est sûr, mais ouais, pas certain que ça s'améliore nettement, en tout cas pour les prochaines semaines, même si pour les prochains mois à plus long terme, j'ai quand même l'impression que de toute façon on peut pas tellement faire pire. Voilà, même si je me contredis avec ce que j'ai dit il y a 10 secondes,
Non, mais en plus, Parce que la question, ça pourrait aller que vers le mieux, quoi. Mais la question, c'est combien de temps on va rester dans Mm. le pire? Est-ce qu'on a vraiment touché le fond? Est-ce qu'on peut encore aller plus bas? c'est ça. Ouais, non, c'est un peu ça les questions du moment, effectivement. Et Ouais. après, ça peut être un mal pour un bien où bah ouais, on touche le fond et ça peut justement faire ce petit déclic où au lieu de on est mid pendant toute la saison et voilà. Après, c'est mon optimisme général qui parle aussi, je pense. Là maintenant, voilà, j'ai toujours tendance à voir le truc du bon côté, on va dire. Mais ouais, ça faudra voir hein, de ce rendez-vous dans déjà 2-3 semaines et se dire bon bah on trade tout le monde, on refait tout comme Greg me disait tout à l'heure, on repart sur Touquet en 2016 et on fait tous les autres choix différents. Ou si voilà, on a espoir qu'on puisse faire quelque chose de plutôt pas mal cette saison. Voilà, je parle pas du tout de faire les objectifs initiaux qui est de jouer le titre ou machin, mais essayer d'aller en playoff, essayer d'aller embêter C'est déjà pas mal. sur une série qui serait déjà une bonne victoire vu la situation actuelle, quoi. Après, la NBA, ça va vite, les gars. C'est N'oublions sûr. pas que l'année où Boston est finaliste, juste contre les Warriors, juste avant d'être champion la saison suivante, ils font un début de saison catastrophique, hein, qui est vraiment catastrophique. Ah, même Avec Dallas la saison passée, hein. Avec une fanbase qui dit il faut absolument trader Jason Tatum parce qu'en fait, Ouais, le c'est vrai. franchise player, c'est Jaylen Brown. Une autre partie qui dit il faut absolument trader Jaylen Brown, il sert à rien, etc. Ouais, c'est vrai. N'oublions pas, 1 an et demi après, les mecs étaient champions. Je dis pas que c'est ce qui va arriver aux Suns, mais dans un sens comme dans l'autre, Non, c'est pour dire que ça impossible peut n'est être. pas Suns. Oui, bah oui. Ah bah surtout connaissant Matisse Bia où bah, dans 3 mois peut-être qu'on a Jimmy Butler, un autre pivot, on trouve un autre ailier et Oui, absolument. Oui. un peu. Mais ouais, ça peut être très vite. Hein. Les Mavs l'année dernière aussi, au début de saison, c'était pas forcément Oui, ça. Et à effectivement. la fin, Et dans les deux sens, ah oui, dans le sens où c'est un peu ce qui nous s'est passé là pour Phoenix depuis le début de la saison, on était quand même parti sur des bonnes vibes et très très vite ça s'est inversé. Ça peut encore effectivement shifter, ne serait-ce que bah voilà, on peut donner cet élément simple. On n'est pas encore à mi-saison, hein, voilà, il reste encore beaucoup de matchs et effectivement il suffit d'une série de victoires pour renverser complètement la vapeur. On n'en est pas là et avant ça effectivement on espère surtout que les Suns vont arriver à montrer un visage un peu plus conquérant quoi, parce que c'est vraiment ça qui commence à devenir vraiment problématique. C'est comme tu disais juste avant Malo, de se dire bon bah voilà, Phoenix joue cette nuit, de combien on va perdre, à quel moment du match on va lâcher, enfin voilà quoi, il y a un peu un côté comme ça en ce moment, donc c'est vrai que sortir de ça et se dire ah bah peut-être qu'on va gagner ce soir, ce serait déjà pas mal. Tu vois, effectivement, on en est pas encore là. se lever le matin, regarder le score, pas se dire ah on a gagné ou ah on a perdu que de machin. Non non. Ouais. Enfin, Ce serait déjà un bon. luxe effectivement. Ouais, c'est le mot. C'est le Ah mot bon. malheureusement. C'est ça. Messieurs, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter pour ce numéro de Valley Hoop? On en a déjà trop dit. On a réussi à faire 1 heure finalement sur C'est vrai. ce marasme. C'est terrible. Non, bah écoutez, on espère oui, que les émissions suivantes seront un peu plus joyeuses déjà en termes de perspective. Peut-être, effectivement, et ça fait partie, c'est l'autre truc hein, qu'on attend tous avec impatience, c'est que ça bouge au niveau de l'effectif parce que bah voilà, hein, c'est ce qui se passe, c'est aussi la confirmation que cet effectif était pas du tout viable, quoi. Cette construction de roster, en tout cas pour cette saison, et enfin partant des choix qui avaient été faits l'été précédent, surtout évidemment. Donc on va voir comment tout ça va évoluer dans les jours et dans les semaines à venir. On l'a dit au niveau du calendrier, c'est un peu plus abordable là dans les matchs qui arrivent. Donc déjà peut-être 2-3 victoires à se mettre sous la dent, ça fera toujours plaisir. On verra bien ce qu'il en est. Effectivement, on est réduit à prier. Mais voilà. Bon, on va vous laisser sur ces belles perspectives, chers auditeurs, et on vous dit de toute façon à bientôt. On va tâcher dans Valley Hoop de continuer à chroniquer cette saison qui est pas toujours simple. On l'avoue en termes de justement de suivi et de passion, mais on va essayer de rester là. On est là, on s'accroche. On s'accroche. C'est Après ça. tout, nous sommes tous fans de Ryan Dunn et Ozo Ighodaro. Et Oui, cette c'est ça, saison il y a quand vaut même le des coup, rien que perspectives. pour eux, franchement. Au moins on les voit jouer. Au moins on les voit jouer. Ils nous régalent. Et au moins, effectivement, par rapport aux saisons précédentes, on a vraiment, genre, on a 2 rookies, on se dit, ah bah, s'il reste quelques années à Phoenix, ça peut être intéressant. Effectivement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans cette situation. Donc, ne serait-ce que ça, effectivement, ça reste intéressant. C'est maigre, mais c'est déjà des pistes. Absolument. Bon, messieurs, merci beaucoup. On essaie de jouer le titre, on se raccroche. Ouais, on va peut-être jouer le titre Angélique d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu, mais les Valais sont bien au taquet. Franchement, ils enchaînent les victoires là, ça fait plaisir. Ah, puis avec Gillespie qui revient, ça Ouais, en monte plus, bien. il vient de revenir, ce qui est assez fou. Je pensais qu'il s'était blessé plus gravement que ça, mais c'est bien, effectivement, qu'il soit déjà sur le parquet. Peut-être
peut-être, qui sait, aura-t-il peut-être un rôle à jouer avec l'équipe première d'ici quelques semaines. Mais merci pour ce numéro un peu déprimant, mais voilà, on regarde le sourire comme on se dit. Et ben on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de À Value. bientôt. Carrément. Ciao. Bye.